Eh ben, bonjour à tous. Je vous propose qu'on attende encore quelques secondes que les gens se connectent avant de démarrer. Allez, on va dire que le délai de politesse est passé. Écoutez, bonjour à tous. Benoît Ravel, je dirige Datastorm et je vais participer à l'animation de ce webinaire avec à mes côtés excusez-moi, j'ai eu un problème de déconnexion. Euh, Excusez-moi, j'en étais donc à mes côtés Julien Valtou, qui est directeur des risques, du contrôle interne et de la conformité au Crédit Immobilier de France, et Benoît Turmel, qui est directeur des opérations chez Datastorm. Alors, aujourd'hui, donc Datastorm, en deux mots pour ceux qui ne connaissent pas, on est un cabinet de conseil ou un bureau d'expertise spécialisé dans le monde de la data, pour utiliser des termes un peu génériques, avec la particularité, c'est que nous sommes une filiale détenue à 100% par le groupe des écoles nationales d'économie et statistique, qui regroupe notamment l'ANSAE et l'ANSAI, sans doute plus connus que le groupe lui-même. Aujourd'hui, on va vous parler open source, et on va vous parler open source dans le cadre du processus d'innovation. Du processus d'innovation et des travaux donc qu'on a pu faire dans un monde open source et dans un processus d'innovation avec le Crédit Immobilier de France. Et donc, je remercie Julien d'être avec nous. Au cours de ce webinaire, donc, on va vous présenter certains supports. Il y aura également des démonstrations d'applications. Et je vous rappelle que sur la droite de votre écran, normalement, vous avez accès à deux onglets, un onglet de chat, un onglet de questions, qui vous permettent d'interagir. N'hésitez pas, on les prendra peut-être au fil de l'eau, peut-être en les regroupant à des moments plus opportuns pour y répondre, mais n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous paraissent très pertinentes. Entre le chat et les questions, je suis pas sûr de voir une grosse différence entre les deux fonctionnalités, donc voilà, privilégiez le chat par exemple, mais on surveillera les deux, rassurez-vous. Alors, on va vous faire donc, dans les 40-45 minutes qui suivent, je vais d'abord laisser la parole à Julien qui va vous parler du Crédit Immobilier de France. Il va notamment vous expliquer un peu la situation et qu'est-ce qui fait que le Crédit Immobilier de France est dans un contexte qui lui oblige à innover. Alors, on pourrait dire que les entreprises ont besoin d'innover, mais il y a des spécificités au Crédit Immobilier de France qu'il est bon de connaître pour contextualiser un peu tout le reste. On parlera ensuite avec Julien de la démarche qui a été la nôtre conjointement depuis maintenant quelques années, pour apporter cette innovation nécessaire au CIF. Alors, on dira des fois CIF à la place de Crédit Immobilier de France parce que c'est plus court. Et après, Benoît viendra vous présenter un certain nombre d'outils, de packages spécifiquement développés autour de AirShiny. Et il vous présentera ça notamment au travers de l'application qui a été mise en place pour le Crédit Immobilier de France, pour les équipes du risque et du contrôle interne. Cependant, je vous rassure, on va pas vous montrer toutes les données du Crédit Immobilier de France, c'est quand même confidentiel. Et donc, ce sont des données fictives qui ont été mises dans cette application. C'est un clone de l'application sur données fictives. Donc, ne vous attendez pas à avoir des révélations qui pourraient vous offrir un avantage sur les marchés. Voilà, je laisse la parole à Julien. Merci. Merci Benoît. Donc effectivement, je suis Julien Valtou, en charge de la direction des risques, du contrôle permanent et de la conformité du Crédit Immobilier de France.
Alors, tout d'abord, c'est important, comme l'a dit Benoît, de dresser le contexte du Crédit Immobilier de France, car c'est un contexte assez particulier et ce contexte nous a poussé à imaginer les solutions les plus innovantes qu'on va voir juste après, qui est une bonne illustration et c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, le Crédit Immobilier de France, donc c'est une banque centenaire spécialisée dans le crédit immobilier, alors principalement hypothécaire, et avec pour objectif l'accession à la propriété. Faisant suite à la crise financière de 2008, le Crédit Immobilier de France a été obligé de demander une aide d'État compte tenu de difficultés sur son financement, puisque le Crédit Immobilier de France n'a pas de dépôt et donc se finance entièrement sur les marchés. Donc nous avons eu en 2013 l'accès à une garantie d'État. En contrepartie, nous avons été mis en résolution. Donc résolution, c'est le petit mot pour un établissement financier, pour une diminution progressive, ça veut dire plus de nouvelles productions, donc on n'a plus le droit de faire de nouveaux prêts, et on gère notre portefeuille jusqu'à extension. Voilà, donc c'est un contexte très particulier qui fait que notre portefeuille diminue. On est obligé de se concentrer sur la gestion de ce portefeuille. Nos revenus diminuent progressivement. On a moins de revenus pour faire nos différents développements ou faire nos analyses. On a moins de collaborateurs. Mais on a toujours besoin de beaucoup d'analyses, qu'elles soient quantitatives ou d'expertise. On a toujours besoin, peut-être même plus, puisqu'on on se doit de gérer plus finement, comme on n'a plus cet amortisseur de la nouvelle production ou du PNB, du chiffre d'affaires qui vient de la nouvelle production. Donc ce contexte nous impose beaucoup plus de réactivité, voire de proactivité dans la surveillance de nos risques, et aussi puisque notre horizon de temps est plus court. On se doit d'être beaucoup plus rapide. Par exemple, dans la crise sanitaire, n'ayant pas cet amortisseur, on a dû très vite s'assurer qu'il n'y avait pas de nouveaux impayés particuliers. Donc au printemps dernier, il y a un an, presque un an maintenant, vraiment surveiller les différentes populations, les différentes problématiques. Voilà, donc d'où l'idée de mettre en place une application automatisée qui permet de visualiser rapidement les différents indicateurs, surveiller l'évolution des différentes données, et nous permettant en plus d'aller plus loin dans les analyses, pouvoir creuser rapidement, d'être plus agile. Cette application nous permet par ailleurs, donc la petite citation qui est marquée, de libérer beaucoup de temps, c'est-à-dire beaucoup de temps, un gain de temps et d'efficacité. On n'a plus à faire ces tableaux de bord et plus à les créer, et on peut vraiment se concentrer sur les analyses. Alors, quand on parle d'analyse et quand on parle de pilotage, parce que finalement il s'agit de piloter des risques principalement, on va donc exploiter de la donnée. On va exploiter de la donnée et la première question qu'on peut Alors, nous avons manifestement encore un petit problème de connexion avec Benoît. J'espère qu'il va revenir rapidement. Je suis désolé, coupure réseau, j'espère que ça va pas se reproduire. Donc, je disais, quand on parle d'analyser la donnée, la question, déjà la première question qu'on peut se poser, c'est
Qu'est-ce qui va permettre de créer de la valeur, en fait? Alors, on a souvent dit que la donnée était le nouvel or noir, le pétrole, c'était un actif. On pourrait disserter longtemps là-dessus, mais c'est pas l'objet de notre webinaire aujourd'hui. Il y a même des modèles qui la modélisent plutôt comme étant un passif de l'entreprise, qui sont assez intéressants d'ailleurs d'un point de vue analytique. En fait, ce qu'on voit, c'est que la véritable richesse, ça n'est pas la donnée, mais c'est ce qu'on en fait, c'est l'exploitation. Et l'histoire le montre bien. Hein. Si on prend l'exemple de Google, Google n'est pas devenu ce qu'il est grâce à son volume de données. Google est devenu ce qu'il est parce qu'il avait un algorithme. Et donc, la véritable richesse, c'était l'algorithme. Ce qui lui a permis d'engranger de la donnée et de générer de nouveaux algorithmes sur ces données. Et donc, partant de ceci, la question, c'est comment on peut identifier dans des données l'endroit où il y a de la valeur. Alors, c'est une démarche, finalement, qui est une démarche de management de projet. Alors, quand on pense management de projet, hein, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés là-dessus. Alors, on peut oublier un peu peut-être les cycles en V. Aujourd'hui, plus personne n'en fait. Et aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser au cycle agile. Alors, les cycles agiles qui sont composés d'itérations courtes, d'une interaction forte entre un métier et une équipe technique. Alors, je dis technique parce que c'est des développeurs, mais dans le monde de la data, ça va plutôt être des data scientists. Et puis, on va mettre au point de manière itérative. Ce mécanisme-là, il fonctionne assez bien. Il y a pas mal de retours d'expérience sur les cycles agiles. Alors, il y a plusieurs des méthodes agiles, mais par exemple sur le Scrum, qui fonctionnent bien. Cela étant, dans le monde de la donnée, c'est un peu plus compliqué. Parce que si pour mettre au point une application, on peut très bien imaginer assez facilement avoir ce qu'on appelle un récit utilisateur, un développeur qui développe un formulaire, et puis une équipe qui vient tester ce formulaire, et puis qui peut dire ah ben oui, non, mais cette information, faut la saisir après. Ah oui, mais pour saisir telle information, j'ai besoin d'avoir telle autre information sous les yeux. On voit bien que ça va aller très vite. Maintenant, comme on avance à tâtons dans un cycle agile, c'est un peu le principe. Pour la donnée, on a plusieurs problématiques qui vont rentrer en compte dans le cycle. C'est que la donnée, elle est complexe. Elle est complexe, on a plein de règles de gestion. L'itération va être compliquée pour le métier comme pour l'équipe technique, parce on va se poser plein de questions sur la donnée, quelles sont les règles de gestion, mais finalement, qu'est-ce que ça donne et quels sont les cadrages chiffrés. Et ça va imposer une démarche un petit peu différente dans cette logique d'agilité, de cycle court. Effectivement, et le métier dans tout ça, c'est-à-dire nous, une direction des risques par exemple, au départ on connaît notre objectif, on sait l'exprimer normalement. Cependant, comme le disait Benoît, il y a beaucoup de données, il y a trop de données. Lesquelles prendre, quel traitement on doit leur appliquer, comment illustrer les résultats, puisque c'est important de pouvoir bien les illustrer d'une bonne manière, il ne suffit pas d'avoir les bons traitements. Donc, on est bloqué. Le métier, en tout cas, est bloqué. Il est difficile pour lui d'imaginer quelle est la meilleure méthode, comment formaliser justement ce qu'il veut faire et pouvoir faire une expression de besoin claire et précise. Comment on peut débloquer cette situation? Pour avancer, idéalement, il faudrait pouvoir visualiser les résultats. C'est comme quand vous voulez monter un meuble Ikea, sur le paquet, il y a l'image du meuble quand il est fini. Ça vous aide à monter le meuble progressivement. Là, c'est un petit peu la même chose. Surtout que dans un projet quantitatif, en tout cas sur les analyses de risque telles qu'on les voit, il y a deux acteurs. Donc, il y a le métier, il connaît son activité, les grandeurs, les interactions, enfin, il croit en tout cas qu'il les connaît. De l'autre côté, il y a le data scientist qui connaît les traitements et les outils. Mais ils ont des besoins contradictoires. Pourquoi? Parce que le métier, lui, on l'a dit tout de suite, il a besoin de visualiser ses résultats pour pouvoir bien les définir.
pour pouvoir bien formaliser son expression de besoin. Et par contre, le data scientist, lui, il a besoin d'avoir une expression de besoin claire, une bonne formalisation pour pouvoir développer. Donc, on se retrouve encore confronté à un nouveau blocage. Du coup, on se retrouve quand même dans une situation un peu comme une dialogique d'Edgar Morin, c'est-à-dire on se retrouve dans une situation contradictoire mais complémentaire. Il doit s'instaurer alors un échange entre ces deux acteurs en boucle, où justement les résultats arrivent très vite et ils permettent de rétroagir sur la formalisation du besoin de manière à affiner petit à petit les objectifs, les besoins et d'imaginer progressivement la méthode. Et dans cette boucle, on a une véritable complexité. Moi, je suis pas du côté du métier, je suis du côté du data scientist. Et je peux recruter les meilleurs data scientists qui soient, ils seront pas directeurs des risques et puis ils seront jamais dans la tête du métier, de ce qu'il a en tête, de ce qu'il pense, de tout ce qu'il croit savoir. Et si je peux me permettre, c'est très dur d'être dans la tête de Julien Valtou par moment. On n'a pas le même vocabulaire, on peut l'acquérir, mais ça reste compliqué. Et puis il y a un dernier point, c'est que les données telles qu'elles existent dans le système d'information, quand le data scientist met les mains dedans, dans la soupe de données qu'il a à disposition, c'est rarement en ligne avec ce que le métier a en tête. Et donc, ça va complexifier ce dialogue. Et ce dialogue qu'on pourrait imaginer impossible, il va falloir l'outiller, en fait. Et c'est bien là notre propos, c'est comment on va outiller ce dialogue. Alors, il y a différentes manières d'outiller ce dialogue. On va imaginer un espèce de monde idéal. On a un gisement de données hyper cohérentes, fiables, qui sont organisées, qui sont documentées. Appelons ça un data lake, un data warehouse, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Et les données, en plus, elles ont été préparées parce qu'on savait ce qu'on voulait en faire. Pour des calculs complexes, on a préparé la donnée pour pouvoir avoir des restitutions. En pratique, et notamment quand on est dans le processus d'innovation, c'est-à-dire qu'on veut faire des nouvelles choses, les données, elles peuvent pas être préparées puisqu'on ne sait pas encore ce qu'on veut en faire. Et puis, en vraie vie, en réalité, les données, elles sont de mauvaise qualité, elles sont mal documentées, et puis elles sont pas fiables dans le temps, c'est-à-dire que la même information n'a pas été codée, collectée avec les mêmes règles de gestion selon l'histoire. Et donc, on a des données qui sont qu'il va falloir pouvoir corriger, transformer au fur et à mesure. Alors, si dans le premier cas, dans le monde idéal, on peut utiliser des outils très robustes, très puissants, encore une fois, l'idée n'est pas de les dénigrer, mais ils ne répondent pas aux mêmes besoins, selon nous. Alors, j'en ai cité ici, je ne fais pas de la pub ni pour Tableau, ni pour Qlik, ni pour Power BI, et il y en a d'autres sur le marché, mais on va pouvoir avoir des choses très pertinentes, très robustes, très fiables. Mais ces outils vont offrir un cadre qui va être trop rigide pour pouvoir exploiter des gisements de données pas encore parfaitement structurés et pour des besoins qui sont surtout pas encore bien connus. Et donc, cette nécessité d'avoir des outils agiles, on est intimement convaincu que la bonne réponse, c'est l'open source. Alors, pourquoi la bonne réponse, c'est l'open source? Parce que le monde open source, il a le mérite, c'est d'être alimenté par l'académique et les industriels avec énormément de choses. Donc, il y a énormément de choses disponibles sur étagère. Et ça, c'est quelque chose de très, très riche. En plus, il a été conçu justement par le monde de la recherche et par le monde de la recherche dans le monde industriel pour amener des choses complexes et pour participer à des processus d'innovation. Donc, il est intrinsèquement conçu dans cette logique-là. Et l'open source, tout le monde va y contribuer, va améliorer. Et vous-même pouvez améliorer. Et ça, c'est un atout fort. Et si on pense data, on pense deux grandes filières open source, R, Python. Alors, on pourrait citer Julia aussi, mais qui est encore plus cantonné au monde académique pour le moment. Mais R et Python sont deux grosses filières où il y a énormément de gens formés. Parce qu'aujourd'hui, les gens se forment à ça au cours de leurs études. Et donc, en plus, on a beaucoup de ressources disponibles. Alors, cette logique de l'open source, en fait, ça a été globalement
quelque chose qui est un peu dans l'ADN de Datastorm, même si j'aime pas les termes galvaudés. On croit en l'open source. Alors c'est sans doute notre attachement académique qui est pas pour rien. Mais dans ce cadre-là, pour l'open source, on s'est dit il faut aussi qu'on l'alimente. Et donc on a laissé nos équipes sur un modèle, on n'a rien inventé, hein, qu'on a piqué à Google. Ils n'avaient pas mis de droit d'auteur dessus, hein, pour donner 20% de leur temps aux gens pour travailler sur contribuer à l'open source. Et ce que va vous montrer Benoît, c'est des résultats de ces travaux avec des packages qui ont été publiés et qu'on a construit en collaboration avec le Crédit Immobilier de France sur leur initiative finalement, sur leurs idées. Merci Benoît. Alors pour refaire un petit peu d'histoire, tout a commencé peut-être à changer en 2012 avec l'apparition du paquet Shiny qui a amené cette possibilité, cette faculté de développer très rapidement une application web sans avoir forcément des connaissances sur ce langage pour partager les résultats, pour permettre aux équipes métiers d'aller explorer ces données, d'aller voir un petit peu toutes les analyses qui ont été réalisées. Forcément, avec cette nouvelle arme, ça s'est très très rapidement répandu, à la fois dans le monde académique et dans les mondes de l'entreprise, parce que c'est très simple d'utilisation et ça amène une nouvelle possibilité très très puissante. Du coup, à l'heure actuelle, la plupart des projets de data science vont amener le développement d'une ou de plusieurs applications web à différents niveaux. Dès le départ, pour explorer les données, pour alimenter les discussions métiers, pour faire des allers-retours, pour affiner les besoins. Ça peut devenir un POC, un prototype fonctionnel, où on pourra intégrer certaines briques dans d'autres langages, dans le SI éventuellement, ou mettre directement cette application en production en utilisant la technologie RHEL. La communauté, de ce fait, est très, très, très active autour de Shiny. Et on a de nombreux packages qui ont émergé depuis 9 ans et qui continuent de l'être. On va avoir beaucoup d'outils de visualisation et beaucoup de nouveaux packages qui vont nous wrapper telle et telle fonctionnalité web. Donc, on vient de le dire, la richesse de l'environnement du coup est énorme autour de Shiny. Cependant, quand on va échanger au quotidien avec les équipes métiers lors des différents projets, on va se rendre compte que tous les besoins qui sont exprimés par les équipes métiers ne sont pas encore couverts par les packages existants. Donc, pour nous, la réponse est assez simple. On a des besoins exprimés qui ne sont pas couverts. On va donc en profiter pour amener notre pierre à l'édifice et donc développer des nouveaux packages R pour répondre au mieux aux attentes de nos clients. On va les développer sur nos activités d'R&D, comme l'a dit Benoît juste avant. C'est-à-dire que c'est un jeu gagnant-gagnant aussi avec les clients. Et bien évidemment, on est sur l'open source et c'est une notion de communauté, donc ça va être mis à disposition de la communauté. Ces packages, on va donc les tester, les affiner directement au cours de nos projets. Ils vont être mis à disposition sur le GitHub de Datastorm avec le lien qui est affiché ici. Donc les gens aussi extérieurs vont pouvoir l'utiliser, faire leur retour. Et puis, à un moment donné, si une fois que c'est bien stable, c'est robuste, et si le besoin s'en fait sentir, ça sera mis sur l'écran. Et donc là, on va parler de différents packages qui proposent des modules Shiny parce que c'est la thématique du jour. On ne fera pas de points techniques, mais vous allez voir qu'il y a des documents qui sont disponibles à côté pour aller voir comment ça fonctionne. Mais concrètement, ce sont des modules qui sont intégrables en une ou deux lignes de code dans une application déjà existante. C'est très facile à brancher. Alors, le premier besoin qu'on a, on l'a dit depuis le début, c'est explorer les données. On a nos données, il faut les comprendre, il faut les regarder, voir ce qu'elles contiennent et comment je vais pouvoir amener l'intelligence autour pour répondre aux différents besoins que je peux avoir. Ça commence par aller voir des stats descriptives univariées sur les données, leur qualité,
est-ce que j'ai beaucoup de données manquantes, c'est quoi les distributions de mes variables quantitatives, qualitatives, etc., sur l'ensemble de ma population ou sur des populations que j'aimerais définir comme ça dans mon application. On a donc un premier package qui s'appelle Shiny Module qui va nous proposer une série de modules pour explorer rapidement nos données. Une fois qu'on a fait cette étape, on a vite un second besoin, c'est d'aller un petit peu plus loin et de faire des analyses croisées sur nos données, donc de faire des tableaux croisés dynamiques. Donc très récemment, c'est un package qui a quelques semaines, on a développé avec les équipes de DataStorm Shiny Pivot Leveler qui va nous amener un module qui va permettre à l'utilisateur de définir le tableau croisé qu'il souhaite regarder, le visualiser, le télécharger. Un point important, c'est que ce package a été développé pour faire les calculs côté serveur. Il y a des outils existants qui permettent de faire des tableaux croisés dynamiques en Shiny, mais qui sont faits en JavaScript et donc côté client. Ça veut dire que si on a une grosse base de données, ce n'est pas adapté parce qu'on envoie les données à la page web, c'est la page web qui fait les calculs, on va vite être bloqué. Dans le cas du Crédit Immobilier de France, on est sur des bases de plusieurs centaines de milliers de lignes, et donc ce n'était pas pertinent. C'est pour ça qu'on a travaillé sur ce package côté serveur. Une fois qu'on a exploré nos données, on va lancer les analyses. On se rend compte au cours des différents projets qu'on a assez souvent et assez rapidement un besoin utilisateur de lancer, configurer, paramétrer un calcul qui va être long, qui va prendre plusieurs minutes, voire plusieurs heures, et qui peut éventuellement aussi demander beaucoup de ressources. La question devient comment je vais permettre à l'utilisateur de paramétrer son calcul et gérer le fait que je ne veux pas surcharger mon serveur, lancer mon calcul à l'instant qui est le plus pertinent pour moi, et bien évidemment permettre la récupération des résultats. Si je le fais directement dans la session Shiny classique, on aura un souci parce qu'on a un problème de queue qui est fait entre les utilisateurs, et donc on va bloquer le fonctionnement de l'application pour le ou les utilisateurs en cours, donc ça ne sera pas possible. Il y a également depuis quelques années la possibilité de faire de la programmation asynchrone avec Promise et Future. Ça va être très très utile, très pertinent pour des calculs qui restent cependant relativement courts, quelques secondes, quelques minutes. On va pouvoir déporter ce calcul sur un processeur indépendant, mais l'utilisateur va quand même attendre ses résultats dans l'application pour les récupérer dans la foulée. On se doute bien que l'utilisateur ne va pas attendre plusieurs minutes, voire plusieurs heures devant son application pour récupérer ses résultats. On a donc développé un package qui permet de gérer ces calculs, qui s'appelle Shiny Batch, qui va proposer finalement deux modules et quelque chose après pour agencer tout ça. Un module qui permet à l'utilisateur de configurer son calcul et donc de sauvegarder l'ensemble des paramètres qui devront être exécutés. Derrière ça, on va avoir un script en batch qui va pouvoir être paramétré pour dire à quelle heure je veux lancer mes calculs. Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est uniquement le week-end, etc. Combien de fois par semaine, par jour? Combien de tâches j'autorise à lancer en même temps pour ne pas forcément surcharger non plus mon serveur? Est-ce que c'est 1, 2, 3? Et puis qui va aller voir qu'est-ce qui est en attente, qu'est-ce qui est en cours, et puis nous lancer les calculs. Et bien évidemment, un module qu'on peut insérer dans l'application pour permettre à l'utilisateur de voir l'état d'avancement des tâches, c'est-à-dire est-ce que mon calcul est en cours, terminé, et récupérer les résultats. Dans la foulée, peut se poser une autre question, un autre besoin qu'on a eu avec le Crédit Immobilier de France, c'est comment je pourrais partager mes analyses, mes résultats dans une application Shiny, donc faire une sorte de drive. C'est quelque chose qui n'existait pas, et donc on a développé un petit paquet de Shiny Drive sur le sujet. Je ne m'étends pas dessus, on verra rapidement à quoi il ressemble tout à l'heure. Une fois qu'on a notre application, on a cette question très importante de sécuriser les accès. Sécuriser les accès et gérer les utilisateurs qui vont y accéder. Bien évidemment, il y a plein de possibilités. On a notre application, il y a Shiny Server qui va permettre de la déployer
sur son propre serveur. On va pouvoir être au bas niveau sur notre serveur web, mettre un proxy. Ça va être fonctionnel, bien évidemment, mais ça ne va pas être très sexy déjà, et surtout pas RGPD compliant, parce qu'on va paramétrer quelques comptes. Ça veut dire qu'on connaît les mots de passe, et puis l'utilisateur ne pourra pas le changer, mais on va dire que ça va dépanner. On a d'autres outils qui sont là depuis pas mal d'années. Shiny Proxy, c'est assez puissant, c'est gratuit. Là, ça va dockeriser nos applications Shiny. Ça va donner un déploiement peut-être un peu plus technique. On va pouvoir gérer aussi les droits, les groupes. Le contre-coup avec la dockerisation, c'est que si on doit partager des données entre les utilisateurs, on va avoir un processus plus complexe à mettre en œuvre sans rentrer dans les détails. On va devoir utiliser d'autres outils, mais on a souvent ce besoin d'une application qui a des données partagées entre les gens. On a des outils RStudio, chez Appsio, qui va être un déploiement sur des serveurs de RStudio. Il y a des versions gratuites avec pas de compte utilisateur et puis une utilisation limitée, des comptes payants. Là, la contrainte, c'est qu'on est sur des serveurs externes. Et souvent, dans le monde de l'entreprise, ça va nous poser un problème de sortir nos données. Et la dernière possibilité listée ici, c'est la suite de RStudio, qui est un outil payant très complet pour les data scientists jusqu'au déploiement d'applications ou de rapports Markdown, etc. On n'en a pas forcément besoin tout de suite, donc c'est pas forcément pas convenu. Du coup, il y a quelques années maintenant, on a développé une alternative avec Shiny Manager qui permet donc de sécuriser l'application, de gérer les utilisateurs avec des différents profils, différents endroits. Tout ça en utilisant une base simple SQLite chiffrée. Et c'est un package qui est sur le cran et qui est déjà pas mal utilisé. Et de notre côté, maintenant, on l'utilise au quotidien dans tous nos projets parce que c'est vraiment très, très pratique. Et donc, ça gère aussi des gestions de timeout pour pas que la page web reste ouverte et que quelqu'un puisse passer une heure après sur votre PC et puis avoir accès. On va voir qu'il y a une console d'administration assez simple. Et puis tout ça, ça se customise. Et donc, on va voir tout ça en démonstration. Comme je récupère ma souris, voilà. Donc là, on arrive sur l'application du CIF, Crunch Analytics. Comme l'a dit et rappelé Benoît, on est sur une application de démonstration pour le webinaire. Nous sommes donc sur des données fictives parce que ce sont des données sensibles. Et donc, on arrive tout de suite sur Shiny Manager qui va proposer cette petite interface, comme vous le voyez, qui va être customisable facilement. Un point sur la sécurité de l'application, outre la gestion des droits, c'est qu'on pourrait développer en Shiny un petit module comme ça, en mettant des affichages conditionnels, sauf que ça ne sera pas sécurisé parce que si je m'amuse à aller voir le code source et que je suis un petit peu développeur, je pourrais passer outre la condition et accéder à la page web finalement sans m'authentifier. Ce n'est pas possible avec Shiny Manager qui va nous contrôler tout ça. Je me connecte. Voilà. Le temps que les données se chargent. Donc, avec Shiny Manager, vous allez avoir un minima de profils, c'est-à-dire un utilisateur simple et un administrateur des comptes. Et l'administrateur des comptes va donc pouvoir gérer les gens qui ont le droit ou pas d'accéder à l'application. Donc là, j'arrive sur la console d'administration, qui est assez simple. On voit les utilisateurs qui sont autorisés avec des informations qui sont obligatoires, c'est-à-dire l'utilisateur, des dates éventuellement d'autorisation pour les droits. Est-ce qu'il est administrateur ou pas, dans le sens, est-ce qu'il peut gérer les droits dans mon application? C'est un système qui peut être multi-application, comme on le voit ici. Et puis après, je vais pouvoir mettre toutes les colonnes que je veux. Là, on a la colonne groupe, par exemple, qui définit deux rôles. Je peux mettre ce que je veux. Ces informations-là, je vais les récupérer dans mon application Shiny. Et donc après, je serai capable de faire des affichages en fonction des différents groupes, profils de mes gens. Je peux après gérer mes utilisateurs, je peux en rajouter, je peux les modifier, etc. Ça va gérer des mots de passe temporaires, ça va faire plein de choses comme ça. En bonus, complément,
on a accès également à une page de log qui va nous permettre d'aller voir voilà, l'utilisation de mon application, soit au global, soit par jour, pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Et je peux télécharger aussi ces logs de connexion si j'ai envie de faire une analyse un peu plus poussée. Voilà pour Shiny Manager. Je vais revenir à l'application. Alors, on disait tout à l'heure, la base, le point de départ, c'est de comprendre ces données, de les explorer tout le temps. Là, on va se brancher à une table de la vue du portefeuille du CIF à un mois donné. Et donc, on va retrouver un module de stat descriptive qu'on voit ici, qui est dans Shiny Module. Ça s'appelle Summary Data, mais toutes les informations, vous les retrouverez soit sur les pages, soit sur les articles correspondants. Et donc, on a cette proposition-là de nos statistiques univariées, avec, pour les valeurs numériques, les ENA, rouge, c'est pas bon, vert, c'est bon, la validité, des indicateurs statistiques qu'on va pouvoir choisir par rapport à ceux qu'on va afficher, et puis les distributions de nos variables hein, pour avoir une vue très rapide sur la qualité et la distribution de nos données. On a les mêmes choses pour les variables de date, ici avec un peu moins d'indicateurs. Et puis pour les facteurs, on va avoir autre chose, le nombre de modalités totales, toujours cet indicateur de qualité, et puis après le top N, N étant paramétrable. Et tous ces tableaux sont, si besoin, téléchargeables après par l'utilisateur sous différents formats que je ne montrerai pas ici. En amont, on a notre module de filtre parce que très souvent, on va avoir ce besoin de pouvoir filtrer automatiquement les données. Donc, ce module va permettre de laisser la possibilité à l'utilisateur de définir ses sous-populations. On pourra autoriser les variables que l'on souhaite pour cette sous-population. Donc, on choisit les variables qui nous intéressent. Hop. J'en prends 3 pour la démonstration. Ça va détecter automatiquement son type par rapport à la classe dans R. Et donc, pour des variables quantitatives, on verra qu'on va pouvoir définir soit une plage, soit une valeur, soit une condition, par exemple, supérieure égale, inférieure égale, etc. Pour une date, des sélections et des calendriers. Et puis, pour des facteurs, des sélections soit multiples, soit simples. L'utilisateur va pouvoir paramétrer sa sous-population et valider son choix. Le module va nous renvoyer les données filtrées dans l'application. Et donc, on va pouvoir enchaîner sur ce tableau filtré, ce qui est le cas ici. Les personnes les plus avisées auront remarqué que ça a changé en dessous. Et donc, on est bien sur notre sous-population ici de 10 000 individus par rapport à 20 000 tout à l'heure. Vraiment, revenir sur mes données complètes, ce que je vais faire avant d'aller au tableau croisé. Voilà, je reviens sur ma base complète ici. Une fois qu'on a vu ça, on veut donc aller un petit peu plus loin. C'est là qu'on va retrouver Shiny Pivot Table R, qui va nous proposer cette interface pour permettre à l'utilisateur de définir le tableau croisé qui l'intéresse. De la même façon que pour tous les autres modules qu'on a fait, vous pouvez limiter les choix que vous laissez à l'utilisateur. Et puis après, on va définir notre tableau. Donc, on va définir les dimensions de nos subpopulations. Là, je vais prendre la typologie des clients. Je prends une autre dimension en colonne, les pressures endettés. Et puis après, je dois définir mes indicateurs. Donc là, on va en faire quelques-uns. Je vais prendre le nombre de clients. En fait, un client peut avoir plusieurs prêts dans la base. Donc là, je fais un compte distinct. J'ajoute cet indicateur. On voit qu'il est renseigné ici. Je vais prendre aussi le nombre de prêts. Voilà. Compte distinct. Je me laisse un label automatique pour vous montrer la tête que ça a. Ça nous colle juste le nom et l'indicateur, mais on peut modifier le nom. Et puis après, je vais calculer un indicateur combiné, ce qui est assez intéressant. Je vais donc calculer l'encours moyen par client. Donc, j'ai besoin de la somme de mon encours, mais que je veux combiner, et donc je veux le diviser, que je ne me trompe pas, hop, je veux le diviser par mon nombre de clients. Et donc là, je suis en train de combiner deux indicateurs, et je donne un petit nom parce qu'il est un peu plus compliqué. Je l'ajoute. Donc, on va pouvoir faire ça comme on le souhaite.
Et quand on est OK, eh ben, on demande le calcul. Ce calcul est donc, comme vous l'aurez compris ou retenu, fait côté serveur, ce qui fait que même si on a des millions de lignes, ça va être fait en deployer ou data table par des outils performants, donc ça va bien se passer et la page web reste en vie. On est plutôt content. Donc, on a notre tableau ici. On voit qu'on a nos indicateurs, on a les totaux qui sont calculés directement. On peut le changer. Hein. On peut aussi désélectionner des choses ici. Je peux rajouter, par exemple, une nouvelle dimension. Hop, demander l'affichage de la table. Voilà. Et puis, à la fin, on va pouvoir le télécharger hein, pour que l'utilisateur puisse le récupérer dans Excel. Voilà, donc un petit bouton, ça va s'écrire. Et puis, on va récupérer notre tableau, uniquement les résultats, bien évidemment. Et puis après, on va pouvoir continuer notre analyse, si on le souhaite, sur notre PC ou partager ça en réunion. On voit ici, on récupère bien le tableau défini en amont dans l'application. En plus, si besoin, on peut définir un thème par défaut, ce qu'on a fait là, mais l'utilisateur, s'il n'est pas content, et on sait que les utilisateurs ont quand même besoin de pouvoir changer les chartes et choisir les couleurs, c'est très important pour eux en général, ils peuvent le faire. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils vont pouvoir tout changer également si ça les intéresse. Voilà là-dessus. On va passer maintenant au gros calcul à Shiny Batch. On est sur un calcul ici de dépréciation de prêt qui peut être lancé sur un portefeuille très important et donc ça peut prendre plusieurs heures. L'utilisateur peut donc ici paramétrer son calcul avec différents inputs Shiny, charger un fichier, etc., peu importe. Et une fois qu'il est OK, il va dire « je veux paramétrer mon calcul ». Le module Shiny, finalement, est très simple, c'est juste un bouton. Hein. Et quand on clique sur le bouton, on va paramétrer le calcul à effectuer. C'est ce que je vais faire ici. Ça nous dit que c'est en cours. Et à côté, on a le module pour voir ce qui se passe. J'ai une première tâche qui a été lancée il y a quelques jours qui est terminée. Donc celle-là, je peux aller voir les résultats. Et j'ai ma tâche qui est en attente. Derrière, j'ai un script qui regarde s'il faut bosser ou pas là-dessus. Sur un résultat qui est terminé, l'utilisateur peut aller voir les sorties. Ici, c'est télécharger un rapport, mais dans d'autres applications, ça va être visualiser directement le résultat de ce gros calcul. Là, on voit qu'entre-temps, mon calcul est passé à running. Il va bientôt être terminé, parce que là, c'est un calcul court. Mais donc, on va pouvoir permettre de lancer des calculs conséquents et gérer le moment où on va vouloir le lancer sur notre serveur. Pour terminer sur cette démonstration, je vais vous parler de Shiny Drive du coup rapidement. Comme j'ai dit, c'est pas incroyable. Shiny Drive, c'est juste un partage de fichiers. Mais comment est venu ce besoin? À la direction des risques du Trésorier de France, il y a la génération d'un tableau de bord risque mensuel. Dans l'application, pour les personnes de réduction des risques, ils ont accès à l'analyse de ce tableau de risque en version dynamique, comme on voit ici. Et également, ils peuvent du coup générer un PowerPoint pré-rempli avec tous les graphiques et tous les indicateurs qui sont mis dedans. Et donc, les équipes de la direction des risques vont du coup avoir du temps pour le compléter, pour mettre les analyses et valider ce document. Une fois ce document validé, finalement, il est remis en ligne via Shiny Drive, qui est ici. Et donc, les utilisateurs métiers et non de la direction des risques, de leur côté, vont pouvoir télécharger, avec ce module, les rapports finaux validés par la direction des risques via ce petit module, en complément, bien évidemment, de pouvoir aussi aller voir dans l'application les versions interactives qui permettent de creuser un petit peu plus dans les deux. Voilà pour cette démonstration. Voilà, merci.
Donc, on vous a présenté ici un certain nombre de packages et puis je vous ai mis dans le chat un certain nombre de liens sur des articles, des tutos, puisque on essaye de faire en sorte que ce soit facile pour tout le monde pour prendre en main ces différents éléments. Un point sur lequel je voudrais peut-être juste insister pour conclure, c'est que on crée pas ces packages pour créer des packages. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, on ne fait pas des packages pour plaisir. On n'alimente pas l'open source pour le plaisir. C'est le résultat vraiment de ce processus d'interaction avec un métier qui va permettre de générer qui va d'initier le processus d'innovation. Si je prends l'exemple de Shiny Pivot Tableware, typiquement, Julien et puis ses équipes, ils ont l'habitude d'utiliser Excel et de faire des tableaux croisés dynamiques. Sauf que quand ils sont sur un fichier à plusieurs millions de lignes, bah, ils sont perdus. Julien a déjà réussi à faire des très très gros fichiers Excel. C'est qui ont été compliqués à analyser. Mais l'idée de ça, c'est qu'on s'est dit, bah, faudrait lui offrir un peu cette possibilité dans une application et qui se passerait sur l'ensemble des données qu'on a à disposition. Et là, comme le disait Benoît, bah, on va voir le marché, on va recommencer à regarder quels sont les packages qui existent, etc. Et puis globalement, bah, ils sont tous en train de travailler avec le client, c'est-à-dire en JavaScript, donc inadapté à des très gros volumes. Et bah voilà, du coup, on développe un package et on l'utilise pas seulement pour le Crédit Immobilier de France, puisqu'on le développe sur la partie R&D. Et donc nous, on le réutilise un peu partout. Et puis on le met à disposition de la communauté. Et comme vous avez pu voir, j'ai fait des appels à contribution. Je vois qu'il y a des questions qui commencent à arriver, mais je vais peut-être d'abord laisser un petit mot de conclusion à Julien quand même, qui a eu la gentillesse d'être avec nous. Et puis après, on va prendre vos questions. Merci Benoît. Et effectivement, moi je vais être très court. Effectivement, on ne fait pas tout ça pour se faire plaisir et juste innover pour innover. Et on voit que le résultat que l'on a obtenu, il est vraiment au rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'au-delà des gains d'efficacité, donc c'est-à-dire sur la vitesse, l'automatisation de la réalisation des tableaux de bord, on a gagné fortement en agilité puisqu'on est capable de faire des analyses très rapidement sans être pour certains collaborateurs qui ne sont pas des spécialistes de requêteurs ou de R ou etc. Ils sont quand même capables d'aller plus loin dans les analyses grâce au pivot table par exemple que tu as cité. Et puis le format d'une application tel que Benoît T l'a présenté, ça permet aussi de sensibiliser les métiers, à nos métiers, aux indicateurs, à nos chiffres, tout ça un petit peu en temps réel. Alors en temps réel entre guillemets, puisqu'on a des photos mensuelles, mais en tout cas rapidement, et de les sensibiliser aux risques, ce qui est très important pour une direction des risques. Et puis pour finir, au-delà de la méthode de mise en œuvre, puisque tout ça a été très rapide quand même, hein, donc chaque module est mis en place de manière assez rapide, avec la méthode d'implémentation qu'on vous a expliquée, on voit que le résultat est bon et beau, comme vous avez pu le voir. Donc vraiment, merci beaucoup aux équipes de Datastorm et aux deux Benoît et aux autres qui ont participé et qui ne sont pas présents aujourd'hui au webinaire, ou alors ils sont présents mais cachés. Voilà. Merci Julien. N'hésitez pas donc si vous avez des questions. Alors on a une première question qui concerne Benoît, peut-être que tu peux répondre, on va dire le cycle de vie de l'open source et notamment, comme tu peux le voir, les garanties face à l'obsolescence. Tout à fait, c'est une très bonne question. Déjà, effectivement, il va falloir sûrement faire un peu plus attention quand on va mettre en production avec les outils open source sur bien figer les versions quand on va déployer, bien s'assurer qu'on utilise tout le temps les versions qui marchent, parce qu'on n'est pas à l'abri, encore moins que sur un logiciel payant, d'avoir une mise à jour qui va nous entraîner la perte ou l'évolution d'une fonctionnalité. Donc ça, c'est une première chose, je pense qu'on est d'accord. Après, sur l'obsolescence, sur le support, quelqu'un qui va commencer à mettre à
disponible un outil open source sur le cran ou autre, si c'est quelqu'un de bien, il va s'engager à le maintenir un minimum. Bien évidemment, on n'est pas à l'abri qu'au moment, il en a marre. D'où l'intérêt de lâcher les versions, mais l'avantage qu'on va avoir derrière, c'est que vu que c'est open source aussi, on va pouvoir de notre côté le récupérer, le figer, le stocker, le faire évoluer. Il faut juste avoir un petit peu aussi de rigueur, surtout quand on déploie là-dessus. Je ne sais pas si Benoît R a des choses à rajouter. Non, mais enfin, on sait que c'est un des problèmes de l'open source. Après, les problèmes de compatibilité ascendante existent aussi dans les logiciels, moins fortement. Et c'est peut-être le prix à payer aussi pour pouvoir bénéficier de choses beaucoup plus réactives et beaucoup plus agiles, en fait. Voilà. Je pense effectivement. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bah non, écoute, alors ça devait être particulièrement clair. Je note au passage que nous avons eu des remerciements pour Shiny Pivotable d'un utilisateur qui avait justement des problèmes d'optimisation sur un R Pivotable donc en fonctionnement client. Et nous avons également une participante qui s'est proposée pour être contributrice sur Shiny Manager pour les évolutions. Écoutez, en l'absence de questions, nous allons en rester là. Et encore une fois, n'hésitez pas, on vous a mis des liens dans la discussion, vous avez le replay, vous avez notre site internet sur lequel vous trouverez toutes ces informations. Et n'hésitez pas, si vous voulez contribuer, si vous avez besoin de packages, et surtout, si vous avez besoin de nouvelles fonctionnalités sur les packages qui ont été proposés. Et je vois que quelqu'un est en train de taper quelque chose, mais comme ça n'est pas encore arrivé, je lui laisse quelques secondes. N'hésitez pas effectivement à me contacter aussi si vous avez des questions moins développement que ce que vous ferez avec Datastorm, mais plus métier. Eh ben écoutez, Mais ouais, je sais pas non plus. Donc merci à tous pour votre attention et au plaisir de vous revoir bientôt. Merci pour les remerciements et les félicitations. Et effectivement, comme le disait Julien, toutes les équipes de Datastorm ont été impliquées parce que ces packages ont contribué, beaucoup de gens chez nous, également des gens externes parce qu'on a un réseau de partenaires avec qui on travaille. Vous verrez que Shiny Manager, il y a Victor Perrier avec qui on travaille beaucoup, qui a contribué, qui est co-auteur du package avec Benoît. Voilà, et donc rendez-vous bientôt sur notre GitHub sur le cran et puis peut-être sur Livestorm pour un prochain webinaire. Et merci également pour les remerciements. Au revoir à tous. Merci.